Bienvenue dans les territoires d'Haute-Armance, dans l'Aube en France, et de la Botte du Hainaut, au sud de la province du Hainaut en Belgique. Au-delà d'une ruralité assumée où il fait bon vivre et d'un tourisme responsable, ces deux territoires ont bien plus de points communs qu'il n'y paraît. Ils héritent tous deux d'un patrimoine extraordinaire qui, durant des siècles, ont permis à bon nombre d'artisans de s'illustrer et de nous transmettre des savoir-faire encore palpables aujourd'hui. Le travail du marbre rouge et de la pierre bleue belge pour la Botte du Hainaut, l'art du vitrail et le travail du bois pour le pays d'Haute-Armance. Le pays d'Haute-Armance est un territoire occupé à plus de 30% par des forêts qui forment le trait d'union entre la zone forestière de la Champagne humide et les plateaux boisés de l'Île-de-France. La surface des plateaux se pare d'une végétation forestière riche et vigoureuse où dominent le chêne et le charme. Ce n'est pas un hasard si le CFPPA de l'Aube et le lycée de Crogny sont implantés depuis près de 50 ans sur la commune de Loges-Margueron. Ce centre d'apprentissage est le centre de référence en France pour la formation au métier de la filière bois. Alors ici, vous êtes dans un territoire où il y a à peu près 15 000 hectares de forêt. Et ici, vous êtes sur le site de formation qui, en fait, permet de faire vivre cette belle forêt qui nous entoure. Alors ce site de formation à l'origine, c'était l'école des eaux et forêts. Il est là depuis 1961, donc l'ONF, qui formait ces bûcherons. Alors on fait tous les métiers qui ont sur la production, donc c'est-à-dire bûcheron, ouvrier sylvicole, technicien forestier, commis de coupe, enfin, tous ces métiers qui ont rapport à la production. On n'est pas sur la partie commercialisation, nous. On apprend à nos jeunes à prendre soin de cette forêt, parce que c'est important de prendre soin de cette forêt parce que si on la laisse vieillissante, elle ne fera plus son travail de capturer le carbone. Et au contraire, là, on leur apprend à la soigner, à la replanter. Alors moi, ce qui m'a motivé, c'est que je suis dans la forêt depuis que je suis tout petit, avec mes grands-parents à la chasse. Puis je pense qu'il faut en prendre soin. Donc j'ai choisi la filière bois pour prendre soin de nos forêts françaises. Alors ce que j'ai découvert ici, c'était un peu différent parce que moi, mes grands-parents, tout ça, sont pas exploitants, ils sont juste propriétaires forestiers. Donc toute la partie exploitation, je l'ai découvert. J'ai appris à abattre, j'ai appris le métier de bûcheron en gros. Le bûcheron, il a un aspect de gestion dans la forêt qui est très important. Surtout dans des parcelles qui vont être atteintes de certaines maladies, certains champignons. Et c'est aussi important de couper certains arbres afin que la régénération qu'on va avoir au sol puisse à son tour monter et puis avoir son temps. Au-delà de la gestion forestière, le bois d'Haute-Armance a fait naître d'autres vocations, qu'elles soient artisanales ou purement artistiques. La charpente de la halle circulaire d'Hervy-le-Châtel en est un parfait exemple, tout comme les sculptures de René Prestat. Cet agriculteur, devenu sculpteur, laisse place à sa passion en donnant vie dans des souches de noyer qui sculptent pour faire naître des œuvres au plus proche de sa sensibilité et de ses souvenirs d'enfance. Et enfin, le circuit des arbres remarquables offre une immersion au cœur de la nature avec des spécimens au caractère historique, aux âges et aux morphologies hors du commun. Comme pour le bois, le travail du verre et du vitrail sur le territoire d'Haute-Armance trouve son origine dans l'histoire. L'une des plus grandes collections de vitraux d'Europe se trouve ici, dans le département de l'Aube. L'origine d'une telle richesse remonte au XIIe siècle, mais c'est au XVIe siècle que la Champagne connaît l'âge d'or du vitrail. Le savoir-faire de restauration et de création de vitraux perdure dans la région. Ces pratiques s'exercent au quotidien dans différents ateliers, comme par exemple celui de Cécile Boel, installée dans le pays d'Hothe. Moi, depuis enfant, j'adore les monuments historiques. Moi, si on voulait me rendre heureuse, ça va me faire visiter un château ou cathédrale. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai toujours été attirée par
tout ce qui était art médiéval aussi. Donc je suis partie dans le milieu artistique, mais je voulais fabriquer et je trouvais que le verre était un matériau très intéressant parce qu'on peut le travailler de multiples façons. Il y a énormément de couleurs, on peut le travailler en 2D, en 3D, le souffler, le couper, et c'est pas si fragile que ça en fait. C'est un moyen d'expression où je m'éclate. Nous sommes dans le sud de la Belgique et le temps s'écoule sur la botte du Hainaut qui partage son savoir-faire et son glorieux passé entre marbre rouge et pierre bleue belge. Le marbre rouge de Rance connaît ses plus belles heures dès le XVIIe siècle grâce à la construction du château de Versailles en France qui en sera orné à profusion tant en dallage, plaquage et pilastres comme dans la galerie des glaces. L'exploitation locale du marbre rouge prospérera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, grâce à la mécanisation de l'industrie marbrière, l'évolution des techniques dans ces métiers et par la mise en place d'un réseau commercial dès le XVIIe siècle par une famille de marbriers rançois menant au développement d'une production spécialisée de l'industrie monumentale. L'exportation du marbre rouge de Rance a alors lieu dans toute l'Europe grâce à la diversification et l'intensification du transport. Si aujourd'hui, les marbreries ne sont plus en fonctionnement et les carrières fermées à l'exploitation, quelques sites sont encore les témoins de cet âge d'or du passé et dans son rôle de gardien de la mémoire, le musée du marbre à Rance renferme des richesses sur l'histoire, le savoir, les gestes et les outils propres qui ont fait rayonner ce territoire au-delà de ses frontières. Et ce n'est pas un hasard si cet héritage a favorisé la naissance de vocations du côté de la jeunesse contemporaine. Depuis que je me souviens, en fait, ma première passion, c'est la pierre. Ça vient du fait que ma mère m'a amené souvent au Louvre quand j'étais petit. Puis, en regardant ses œuvres, à un certain moment, j'ai décidé que bon, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et puis, on a cherché une école où je pouvais apprendre ça. Et puis, depuis lors, j'ai jamais arrêté de fréquenter les diverses écoles. Et puis, maintenant, je suis moi-même professeur de sculpture sur pierre. Moi, je suis sculpteur en taille directe, donc ça démarre en carrière. Les carrières, c'est différentes carrières. Il y a notre plus beau marbre, c'est le noir, comme tout le monde connaît, le noir de Belgique. Et disons que les autres, elles viennent de différentes carrières des alentours, qui ont différentes couleurs. Je sculpte en fonction de la couleur. En fin de compte, je vais en carrière, mais c'est pour épaneler, faire tomber tous les résidus. Et j'enlève également tout ce qui est veine calcite qui n'est pas correcte et qui me permet de faire du clivage. Le clivage se retrouve surtout dans le noir. Disons, ce clivage reste en général après le taillage. Disons que c'est lui qui m'inspire pour la forme des pièces. Et c'est la roche en elle-même pour les autres, le veinage, qui me permet de créer le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on arrive dans les derniers centimètres, on ne peut pas se permettre de continuer à taper du burin. Donc, à un moment donné, il faut attaquer avec une râpe au carbure ou des petits disques diamants pour permettre de faire une finition impeccable. Sinon, il reste les coups de burin qui vont rester apparents. Si aujourd'hui les marbreries et les carrières de la botte du Hainaut ne sont plus en fonctionnement et fermées à l'exploitation, le savoir-faire, quant à lui, a été transféré vers un autre type de pierre noble, la pierre bleue belge. On travaille donc la pierre bleue et en l'occurrence seulement la pierre bleue belge. Donc on n'importe absolument aucune pierre bleue de l'étranger. Je pense qu'il faut profiter de la qualité de la pierre bleue que nous avons en Belgique. Donc forcément on essaie de la préserver et j'essaye aussi de la mettre en avant et de sauvegarder justement le savoir-faire et des carrières et des tailleurs de pierre chez nous. Voilà, donc la taille que je vais effectuer, on appelle ça une taille manuelle ou une taille ancienne. Donc le but en fait est de venir tailler des lignes dans la pierre, chaque fois de la même largeur en enlevant le maximum de bleu. Donc en fait le mouvement n'est pas très complexe, c'est juste une question d'habitude. Donc le tour en fait c'est de rentrer dans la pierre avec le burin et le maillet
Ensuite, un petit mouvement de poignet gauche-droite pour redresser et de revenir repercuter. Donc en fait, on le répète indéfiniment jusqu'au moment où en fait on se sent bien et là, on peut accélérer. Tous les gestes qui servaient avant à façonner une pierre sont restés comme aspect de taille, même dans la taille moderne. Ici, on va se servir de la chasse. Peut-être soigné, il s'appelait un brichot. Et c'est un outil qui permet d'enlever des gros morceaux de pierre. Donc ici, par exemple, si on voudrait redresser cette pierre-ci pour la remettre droite, on donne des petits coups. Donc, une fois qu'on a fait à la chasse, pour protéger son trait, on prend un ciseau, ici c'est un ciseau de 2, et un maillet. Et là, on fait le tranche-fil. Et une fois qu'on a protégé l'arête, et là le principe, donc c'est une pointe, c'est de faire des traits parallèles l'un à l'autre. Maintenant, je vais protéger le bord de ma palette ciselée en prenant un coup de ciseau dans l'autre sens pour délimiter l'endroit où je dois m'arrêter de boucharder. Et la boucharde, un gros marteau avec toutes des pointes. Il y a plus ou moins de pointes par face, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. À l'origine, il y a 13 ans, j'ai eu un premier apprenti qui s'appelle Antoine et qui est devenu un de nos ouvriers. Donc depuis 13 ans, il y a 2 semaines, un apprenti a quitté ma société pour se diriger vers les compagnonnages. Et normalement, la semaine prochaine, j'ai un nouvel apprenti qui revient, et ce afin de perpétrer, de faire connaître un métier méconnu et de sauvegarder justement un savoir-faire. Les gens qui veulent créer une pièce en pierre, en général, ça force un certain état d'esprit, parce que quand on fait quelque chose en pierre, c'est là pour une certaine durée. On a eu certaines influences de certains bâtiments en pierre qui ont été faits il y a très longtemps, donc peut-être certaines personnes ont cette ambition de faire quelque chose qui restera là pour longtemps, qui pourrait inspirer d'autres personnes plus tard. Au même titre que la pierre, la transmission du travail du bois dans le pays Haute-Armance est un enjeu considérable pour la préservation d'un patrimoine. Certains artisans comme Claude Gauthier œuvrent régulièrement pour transmettre avec passion les gestes d'antan auprès de jeunes passionnés. Moi, là où j'en suis aujourd'hui, ce sera plutôt dans la transmission, justement. Pourquoi pas, ouais. Enfin, moi, j'ai beaucoup de travail à l'atelier, mais oui, ça fait un moment que je pense, oui, pourquoi pas me tourner vers le professorat. Bon, pas à temps plein pour garder mon entreprise, mais oui, donc c'est à l'étude, là.